Bonjour à tous, du coup on se retrouve avec Alan. Est-ce que tu veux bien te présenter brièvement Moi c'est Alan Momège, 26 ans, prof de PS et joueur de foot dans le 93 en Ile-de-France. et ton Ouais, poste? gardien de but évidemment. Est-ce que du coup tu peux un peu développer plutôt ton côté professionnel? Alors moi je suis prof de PS, donc je suis prof de PS dans le 94 sur 2 établissements cette année en tant que remplaçant. Et ça fait suite à 5 années d'études. Et j'ai eu le concours il y a 2 ans, donc je suis remplaçant depuis 2 ans dans l'académie de Créteil. C'est dur d'avoir faire les 5 années justement. Franchement, je pensais pas, mais ouais. Ouais. Franchement, ouais. Je pense que c'est un des concours les plus durs de l'éducation nationale. Et encore, on parle pas de l'agrégation qui est le step au-dessus, mais le CAPEP, c'est costaud en termes d'écrit, sur les oraux, sur les pratiques physiques, on doit être hyper complet. Donc, puis 5 ans d'études, c'est long, hein. Ah, 5 ans après le bac, c'est super long. c'est sûr. Bon, en tout cas, après, quand ça nous plaît, Ouais. Surtout, on sait dans quoi on s'engage, hein. Puis on est mis au courant dès le départ que ça va être long, que ça va être dur. Je pense que je l'ai peut-être un peu pris à la légère au départ, mais la réalité te rattrape très vite, hein. Après, le principal, c'est de le faire en 5 ans. Pas en 6, pas en 7, parce que sinon tu te rajoutes encore. Ouais. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le passer sur la dernière année en première année de master. Ok. Et l'année d'après, ils arrêtaient cette formule, donc je l'ai eu en deuxième année de master. Je l'ai passé 2 fois le concours. Ah, donc ça va. Ça va. J'ai fait mes 5 ans. J'ai fait mes 5 ans, voilà, c'est tout. Du coup, ton côté un peu plus. En fait, tu as ton côté sportif, Ouais. tu as ton côté professionnel. Est-ce que c'est dur d'allier les deux? Ou... Franchement, à l'heure actuelle, non. Mais si on essaie de se projeter un petit peu, de penser avenir, football, c'est là que ça commence à coincer. En R1, la plupart des clubs, on s'entraîne le soir, donc c'est pas trop problématique. Mais quand tu commences à toucher à de la N3, de la N2, pour la plupart des clubs, tu commences à t'entraîner en journée, voire après-midi, matin. Pour faire le quota horaire qui est attendu d'un enseignant, c'est compliqué d'allier les deux, donc il faut faire des compromis, soit en tant que prof, ce qui est très compliqué parce que c'est quand même notre métier, soit sur le plan du foot, à savoir jouer moins haut, ou alors éventuellement trouver un compromis sur ne pas aller à certains entraînements, ce qui n'est pas top. C'est des calculs à faire en fait. C'est des calculs à faire entre projets financiers, entre projets métiers, entre ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire vis-à-vis de ton travail, parce qu'on est quand même payé par l'État. Donc voilà, et puis après ça reste aussi un très beau métier. Donc moi je suis pas prêt à tout plaquer et à ne plus enseigner du tout là à l'heure actuelle pour aller jouer plus haut. Sauf grosse opportunité, mais voilà, on se comprend bien, step by step quoi. Ouais. Et du coup, finalement, même avec le match le week-end, c'est pas trop dur d'avoir, par exemple, enchaîné une grosse semaine et d'avoir encore un match le week-end? Si, mais en vrai, je vais te dire, je suis habitué depuis que j'ai allez, au moins depuis ma rentrée en 6e. Puis la 6e, je m'entraîne quasiment tous les jours. J'étais en section sportive 6e, 5e à Joinville. Enfin Joinville-le-Pont. Et donc après, quand tu enchaînes avec la préformation, la formation, tu t'entraînes tous les jours. Donc en fait, tu te mets sur un rythme, tu as l'habitude, et puis j'ai toujours eu l'habitude d'avoir les cours à côté. Donc en vérité, que ce soit les cours ou le métier, tu as des choses à revoir, des choses à préparer. Donc de toute façon, c'est pas les mêmes responsabilités, mais la finalité, elle est quasiment la même. Puis la passion, elle est toujours là pour te dire au final, j'aime le foot et je ferai pas. Ah bah oui. Après, forcément, il y a des moments où on est un peu plus fatigué dans la saison, où c'est un peu plus compliqué. Mais tu sais qu'il y a des périodes de trêve et puis. Après, la période d'hiver, elle est pas facile. Ouais, c'est une horreur. Après, ça dépend où t'es. Si t'es dans le sud, c'est un peu plus doux. Oui. Par ici, à Paris. Si t'es ici, il fait froid. Et encore, on n'est pas dans le fin fond de la France, dans le centre ou en Bourgogne. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu as commencé un petit peu à parler de section sportive. Ouais. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ta carrière jusqu'à maintenant? Alors, j'ai commencé le foot à 6 ans, au RC Joinville, peut-être 5 ans et demi même. J'ai joué au RC Joinville de 5 ans et demi, 6 ans jusqu'à 15 ans. J'ai pas bougé de là-bas, mais je suis rentré à Clairefontaine en 2011, si je te dis pas de bêtises, donc de
enfin j'ai fait l'année de 14 et de 15 à Clairefontaine et je jouais à Joinville le week-end. Et comment tu as réussi justement à intégrer Clairefontaine? C'est des tests de détection Donc ça vient de qui est prévu. Même pas, c'est les clubs qui envoient selon eux leurs meilleurs joueurs. Une fois qu'ils les ont envoyés, après il y a des premiers tours départementaux. Je crois qu'il y en a 3. Il y a un stage préparatoire départemental. Ensuite, tu as les tours régionaux qui sont à Clairefontaine. Puis à chaque fois, ça se resserre avec les meilleurs joueurs. Et à la fin, meilleurs joueurs. J'ai envie de te dire que l'année où on a été à Clairefontaine, c'était les joueurs les plus complets sur tous les plans. Ça veut dire sur le plan scolaire, sur le plan du foot évidemment, et sur le plan du comportement, de la manière d'être, de vivre. Parce que je pense qu'ils ont recentré un petit peu, enfin ils ont décentré l'aspect footballistique. Okay. Et ils ont essayé de revoir une autre palette pour le recrutement parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de facteurs qui peuvent influencer si un joueur va aller plus haut et pas uniquement le foot à un instant T. Et surtout quand on est jeune. Ouais, je me doute. Et à Clairefontaine, tu as joué avec des joueurs qui sont maintenant passés au-dessus? Ouais. Bah, Mbappé, Kylian, c'était ma génération. Après, Arnaud Nordin, Armand Lorienté, Alexis Claude Maurice. Ouais. On a eu une promo sympa, je trouve. Boubacar Fofana qui avait commencé à pointer le bout de son nez à Lyon, à un moment je crois au Gazélec, où il était parti un petit peu en Suisse. Voilà, je crois qu'il y avait Jason Trey qui était dans le groupe du Red Star il y a 1 an et demi, il me semble, si je ne te dis pas de bêtises. Donc on a eu un groupe plutôt sympa. Travailler, c'est bien. Ouais. Bon, on était une vraie bande de potes. De toute façon, ça c'est l'idée même de Clairefontaine. Pour le coup, c'est pas concurrence. On la sent un petit peu parce qu'on a envie d'être meilleur que celui qui est à notre poste. Ouais. Mais il n'y a pas cette idée de compète le week-end. Je dois être meilleur que lui parce que je dois jouer plus à l'ego et plus pour se dire je dois être meilleur que lui parce qu'il faut que je signe dans un club. Et de l'autre côté, la concurrence elle est pas malsaine parce que forcément t'as des mecs qui te poussent à côté, qui sont tes potes et qui attendent qu'une chose, c'est que toi aussi tu signes dans un club. Donc très sain. Tant mieux. Ouais. Parce que dès que c'est un peu malsain, c'est vrai que pour même apprendre, tu vois, à cet âge-là. Ouais. Et après Clairefontaine, du coup? Alors après Clairefontaine, j'ai signé à Rennes, au Stade Rennais. J'ai fait 17 nationaux, 19 nationaux. Un peu de National 3 et beaucoup de 19 DH sur ma dernière année à Rennes. Voilà, 3 ans là-bas, je pense 3 de mes plus belles années. Avec Clairefontaine, on sera à 5, donc peut-être mes 5 plus belles années. Une fois que j'ai quitté Rennes, je suis parti au Paris FC, où j'ai commencé avec 19 nationaux et réserves. Très vite, je suis monté avec la nationale pendant, on va dire 5 mois, on va dire fin août, mi-septembre jusqu'à janvier, février, faire 5-6 mois. Et puis après, ça s'est arrêté net et j'ai arrêté pendant quelques mois. J'ai profité de mon été parce que j'avais pas profité de mes étés depuis que j'étais rentré à Claire surtout. Et j'ai bien profité de mon été, j'avais dit que j'arrêtais parce que je ne pouvais pas me permettre de faire de la N2, de la N3, juste un groupe, pas titulaire, mais au moins d'être dans un groupe, continuer de progresser, aller faire la fac à côté. Je savais que ça allait être. Je savais que le foot, ça allait m'écarter un peu de mon idée de reprendre les études. Donc j'ai fini par reprendre en R1 à l'UJA Maccabi Paris. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai fait 3 ans au CO Vincennes, un peu période Covid. Des saisons très belles saisons, mais dommage parce que je pense qu'il y avait mieux à faire. Et j'ai fini au Lila ces 2 dernières années. Voilà. Et du coup, tu as quand même été confronté quand même un peu au monde professionnel. Ouais. En tout cas, vraiment pas loin. C'était ton idée de base quand tu étais plus petit? Pas du tout. Pas du tout. Ça m'est tombé littéralement dessus. À la base, moi j'aurais plus imaginé faire médecin ou pilote de ligne. Tu vois là, les avions qu'on entend là, ça c'est mon kiff. Voilà. On va me prendre pour un fou, mais c'est mon kiff les avions. Et la vérité, c'est que j'ai eu les premiers tests de détection, c'était je crois Monaco, après il y a eu un peu Bordeaux.
J'ai entendu un peu parler de Valenciennes, j'ai fait quelques essais aussi au PSG au tout départ. Moi, je ne comprenais pas du tout à quoi ça servait. Donc j'ai demandé au président à Joinville, il m'a dit c'est pour intégrer le centre de formation. Je ne savais pas ce que c'était non plus. Moi j'étais là, j'étais avec mes potes, on jouait. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre. Puis j'ai commencé à faire les tests pour Clairefontaine. Et puis j'ai commencé à savoir ce que c'était. Et puis j'ai fini par me dire pourquoi pas. Puis quand ça s'est concrétisé avec Clairefontaine, et j'étais lancé dans cette idée, donc je l'ai joué à fond, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que le fait, tu vois, le choix que tu as dû faire un peu de descendre un peu de division pour pouvoir faire tes études, Ouais. c'est pour ça que ça a été facile à accepter. C'était un choix naturel. Je pense que la plus grosse claque, c'est quand. J'allais te dire quand je quitte le centre, mais ça, c'était quelque chose qui était plus ou moins prévu depuis quelques mois. Donc, je savais qu'ils n'allaient pas me conserver pour diverses raisons. Mais ouais, je pense que j'étais quand même sur une bonne pente au Paris FC, à toucher le groupe national avec des bons gardiens. Vincent de Marconnet, très très bon. Il y avait Alexis Thébault, super bon. Toucher un milieu où ça se professionnalise et où c'est sérieux, quoi. Et il y a un moment, il faut faire des choix. Et en fait, je pense que ce qui a apaisé le truc, c'est de me dire que j'étais complètement capable de faire des études et de faire autre chose de ma vie. Le foot, c'était pas une finalité, c'est pas comme si c'était mon dernier recours ou comme si j'avais pas le foot, ça allait devenir compliqué. Non, voilà, je savais que je pouvais faire autre chose. J'avais envie de faire du foot, mais il y a un moment, tout ce qui touche aussi à la stabilité de ta vie, quand tu as une femme, quand tu as des enfants, faire le tour des clubs de N2, National, N3, parce que je pense que c'était à peu près mon plafond. Peut-être plafond de verre, j'ai pas testé, mais en tout cas mon plafond à cet instant-là, niveau stabilité, c'est pas top. Tu changes régulièrement de club, tu vas un peu dans l'Est, après tu vas dans le centre de la France, région Île-de-France, puis tu peux aller en Bretagne. Que des changements. Ouais, niveau stabilité, tu veux construire une famille, un foyer et tout, compliqué. Et dans tout ce que tu as connu, qu'est-ce qui a été le plus difficile, tu vois, est-ce que tu as eu des défis, des épreuves à surmonter? Au départ, pas vraiment, parce que moi je jouais pour me faire plaisir. Alors on avait cet objectif de finir professionnel, mais tout est venu assez naturellement, tu sais, Coupe nationale, il y a eu Clairefontaine, et puis après il y a eu la Coupe nationale des régions avec la sélection Île-de-France l'année des 15 ans, puis après il y a eu la signature à Rennes, puis ensuite il y a eu les sélections en équipe de France U16, donc en fait c'est venu hyper naturellement tout ça. Alors je me donnais à fond parce que quand je commence quelque chose, j'aime me donner à fond naturel, et j'aime aller au bout de mon idée. Donc je faisais les choses à fond, mais c'est vrai que c'était pas c'est pas comme si c'était une grosse épreuve à surmonter. Je pense que la plus grosse, c'est le moment où j'ai senti le vent tourner quand j'étais à Rennes, où je pensais sincèrement que j'aurais pu continuer au moins 2 ans de plus. Je te dis pas que j'aurais pu signer pro, que j'aurais pu être titulaire en Ligue 1 ou tout ça, mais j'aurais pu, en tout cas je pense que j'avais le niveau pour continuer au moins 2 ans de plus, voir ce que ça allait donner. Et je pense que moi je pense je prêche pour moi. Oui. Et de leur côté évidemment que leur idée c'était on n'est pas sûr, donc on va pas tenter. Ouais. Et ce que je peux comprendre aujourd'hui avec du recul. Mais ça a été une bonne claque parce que quand tu te prends dans le truc et que tu te dis il y a moyen d'aller là-haut. Tu croyais pas et qu'au final. Ouais, et du coup ça te met une bonne claque et après tu te dis voilà, c'est comme ça, la vie elle avance, il y a autre chose à faire, il n'y a pas que le foot. Ça c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans une carrière de footballeur? Alors déjà, de nos jours je pense la com, pour commencer. La com faut faire attention à tout ce que tu dis. Ça c'est sur le plan extra sportif. La com. Après, quand tu allies un petit peu les deux, hygiène de vie et compagnie, quand tu commences à prendre de l'âge, que tu commences à connaître un petit peu, je pense les soirées, quand tu commences à connaître un petit peu, des activités un petit peu. Ouais, tout ce qui tourne autour de ça. Et donc, faut rester focus parce qu'il y a les blessures et puis même l'hygiène de vie en termes de sommeil, l'hygiène de vie en termes de tout ce qui concerne l'alimentaire. Moi, je sais que ça aurait été très très compliqué de me laisser très fit pendant des années et des années. Je l'aurais fait, on est payé pour ça, donc
Tu te dois Et puis ça reste notre passion, donc on se doit d'être comme ça. Mais moi j'ai une morphologie un peu particulière. Je pense que si je fais pas attention, tu me laisses 2 mois, je prends 10 kilos. Hein. Donc ça je pense que c'est le côté difficile. Après l'autre côté difficile, mais ça c'est sur le terrain, c'est vraiment l'idée de devoir se donner tout le temps, tous les jours. Et surtout malgré tout ce qui se passe. de rester, je pense, dans sa tête avec une idée de, même si j'ai déjà beaucoup prouvé, il faut que je prouve encore. Et ça, je continue de le vivre à mon petit niveau. Hein, où il y a des fois, je me dis, bon, en vrai, que je sois bon ou mauvais, je suis titulaire ce week-end. Ça va rien changer. Ouais. Et ben, je me force. Je me dis, c'est pas la mentalité à avoir. Ouais. Et donc, tu te forces à te dire, aujourd'hui, il y a des fois, je me dis, fais comme si tu arrivais pour la première fois au club. Et ben, tu te bouges les fesses, hein, t'as pas le choix. Et ça, je pense que c'est difficile à faire. Garder ce niveau d'exigence pour aller grappiller même un petit peu, encore et encore. Ça, je pense que c'est le côté un peu plus compliqué sur le plan purement sportif. Puis il y a de la maturité, oui, justement, à avoir, à se remettre en question, à se dire je peux toujours faire mieux aussi. Évidemment, et puis après, tu sais, avec les années, tu prends un autre rôle. Si tu m'avais fait cette interview il y a 5 ans, j'aurais eu un discours un peu différent, je pense. Mais là, maintenant, on grandit, j'ai 26 ans. Et quand tu vois les petits jeunes arriver, 18, 19, 20 ans, certains qui ont été refoulés de centre, un peu comme moi, certains qui ont joué en 17 nationaux, 19 nationaux, région parisienne, et qui n'ont pas signé dans des clubs pro, et ben c'est là où, je pense à mon âge, on est sur le point de bascule, où on commence à transmettre. On n'a pas l'expérience des mecs qui ont 30, 32 ans, mais on va dire que mon expérience, mon bagage de foot m'a permis d'accumuler pas mal d'expérience. Et donc là, on commence à être sur le point de bascule où on transmet parce que le temps y passe et parce que y a la nouvelle génération qui arrive. Et donc on change en termes de responsabilité, on gagne en responsabilité, en leadership. Et donc on se doit aussi de faire progresser les plus jeunes qui arrivent, quoi. Et toi, en tant que gardien, du coup, tu transmets beaucoup au second gardien aussi ou... Alors, si je peux, oui. Après, je pense que c'est un poste où tu peux apprendre de tout le monde à tout âge. Ça veut dire que je peux même être avec un petit jeune qui a 21, 22 ans, j'en ai 26. Il a côtoyé le monde professionnel pendant 2-3 ans. Il s'est blessé, il n'a pas retrouvé de club. Il vient en R1 ou en N3, admettons. Enfin, là, aujourd'hui, il vient en R1. Il est titulaire, il se relance. Ou alors il vient pour être titulaire, mais je suis là et il est numéro 2. Je vais quand même apprendre de lui. Ouais. Donc en fait, c'est pas réservé exclusivement sur l'âge, mais aussi plus sur tout ce qui concerne l'expérience. Donc pour les gardiens, mais même aussi pour les joueurs, notamment pour les attaquants. Mais on sait ce qui nous embête, nous les gardiens. Donc forcément, on essaye de les amener, eux, vers ce qui peut nous embêter. Et quand ils arrivent à faire ce qui peut nous embêter, nous, ça nous fait progresser parce que des ballons plus difficiles, qui partent plus vite, avec des effets différents. Et eux, derrière, quand ils ont du répondant dans les cages, ils se disent « Ah ouais, faut que ça frappe encore plus fort, encore mieux et dans des meilleures zones. » Donc c'est un échange un peu gagnant-gagnant, mais encore faut-il que les jeunes soient à l'écoute. Et ça, c'est autre chose. Et du coup, quand tu es gardien, qu'est-ce qui t'embête le plus ? Ce qui m'embête le plus, il y a plein de trucs qui peuvent m'embêter. Mais les plus importants. Les plus importants, quand tu as un joueur qui vient face à face, plein axe face à toi, qui a le but, qui fait 7,32 m et que tu fais 1,85 m. C'est une chance sur 2. Mais encore, moi je pars du principe qu'un joueur attaquant qui arrive face au gardien, face à face, le but il fait 7,32 m. Si tu prends la bonne décision, tu es obligé de marquer. Même si tu es un gardien d'1,91 m. Je veux bien avec l'envergure, tout ça, mais en termes de dimension, il y a trop à couvrir. Si le mec est vraiment très précis, frappe de manière assez puissante, si lucide, au moins. T'es lucide, t'es censé marquer à chaque fois, sauf exploit, ça peut arriver. Mais ça pour le coup c'est embêtant. Le truc qui est un peu embêtant aussi, c'est les joueurs qui arrivent un peu angle fermé et tu sais qui frappent un peu les yeux fermés et qui mettent toutes leurs patates. Et il y a des fois ça peut atterrir lucarne opposée, ça peut atterrir lucarne premier poteau ou équerre, barre rentrante. Enfin, ils savent pas trop où ils tirent, mais leur but c'est de tirer en force. Et ça c'est embêtant parce qu'en fonction de là où la balle part, des fois, même si tu es en angle fermé, alors pas trop fermé non plus, mais quand tu es en angle un peu fermé, ça peut quand même faire but.
Et il y a un style d'attaquant que t'aimes pas, par exemple, que t'aimes pas jouer contre ce type? Non, j'aime tout. Franchement, tous j'aime les tout. styles Ah ouais, d'attaquants. ah ouais. Je me régale avec tout le monde. En vrai, si on prend tous les matchs cette année, on a tout connu. Les grands attaquants costauds, solides, les mecs qui vont hyper vite, des mecs d'expérience de 34 ans qui sont hyper roublards, qui marchent la plupart du temps, qui traînent toujours derrière, Ouais. en hors-jeu. Et puis ils arrivent toujours à un moment hop, à se remettre en jeu et le mec l'a vu, transversal, ballon dans le dos et t'as éliminé la défense. Donc que ce soit des mecs intelligents, des mecs un peu bourrins, des mecs puissants, des mecs techniques, en vrai j'essaie de m'adapter à tout. J'ai pas spécialement de bête noire, entre guillemets. Bon, ça va alors. Ça va. Et en tant que gardien, tu dois beaucoup communiquer, je suppose, avec tes défenseurs. Ouais. Toi, c'est quoi, comment tu communiques avec eux? Alors moi, c'est pour moi une des qualités principales du gardien. Et c'est une de mes forces, c'est m'imprégner de la tactique du coach pour pouvoir ensuite guider au moins ma ligne de 4 ou ma ligne de 3 si besoin, et le 6 si besoin aussi. Les infos pour moi, elles doivent être précises, concises. Ça vient à droite, ça part dans ton dos. Tu nommes le joueur, le but c'est pas de lui raconter ta vie et de tout lui déballer, c'est quelques infos précises qu'il va pouvoir analyser vite pour pouvoir réagir vite. Ça c'est l'objectif et si tu me regardes sur un terrain, t'entends quasiment que moi, je suis tout le temps en train de crier. Mais, Après, c'est toi qui vois le jeu. Donc, voilà, mais forcément. c'est pas crier pour leur crier dessus ou pour faire le show, c'est vraiment avoir la voix qui porte pour être sûr que les infos ils les aient et qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible. Puis après, souvent, ça déstabilise aussi l'équipe adverse. Hein. Quand il y a un gardien qui prend de la place comme ça. Je pense qu'à terme, ça peut embêter. En fait, surtout quand tu as des cheminements et que le gardien dans les cages, il arrive à anticiper certains déplacements qui peuvent te mettre en difficulté. Mais toi, en tant que gardien, tu l'as vu, tu donnes vite l'info au défenseur, il réagit vite et donc ça annule un peu pas leur plan de jeu, mais ça annule certains cheminements ou certaines actions potentielles, tu vois. Je pense que ça met de l'incertitude aussi dans... Ouais, ils doivent se réadapter, donc forcément ça rend la chose un peu plus difficile. Après, des très bons joueurs, tu as beau avoir un gardien qui communique, ou si tu as des mauvais joueurs devant toi, tu peux communiquer, donner toutes les infos. Si ça percute pas, ou si vraiment en face c'est très bon et ça se réadapte très très vite, quand il y a beaucoup de cheminements qui sont travaillés, il y en a un qui est utilisé, ça passe pas, le deuxième est utilisé, ça passe pas, le troisième, le quatrième, il y en a forcément un cinquième qui passera. Et du coup, toi, en tant que gardien, est-ce que tu te mets des objectifs? C'est-à-dire un nombre de clean sheets ou de buts encaissés? Alors cette année, c'était un peu compliqué. Ouais. Cette année, c'était un peu compliqué, mais sur les 2 années d'avant, avec Vincennes et avec les Lilas, les 2 années... moi, je m'étais fixé sous la vingtaine de buts en, je crois, 24 et 26 matchs. On a tenu le pari, on a fini 2 fois meilleure défense. Après, c'est un tout. C'est pas, en fait, il ne faut pas réduire, et je dis pas ça parce qu'on a appris beaucoup de buts cette saison, mais je pense qu'il ne faut pas réduire une très bonne défense à un très bon gardien et il ne faut pas réduire une défense qui prend l'eau tout le temps à un gardien nul. C'est un collectif. C'est un tout. Il y a une entente à trouver, il y a certains joueurs qui ne matchent pas ensemble, il y a des tactiques qui ne fonctionnent pas, du travail qui n'est pas très bien fait aussi à l'entraînement. Enfin, c'est un tout. Et je sais que l'année dernière, si on a fini meilleure défense, co-meilleure défense avec le Plessis-Robinson, pour ne pas les citer, c'est en grande partie parce que chaque joueur dans sa zone arrivait à performer avec ses qualités. Ça veut dire que lui, il a telle qualité, il doit faire ça. Lui, il a telle qualité, il doit faire ça. Et donc, ça sort, ça couvre. Lui, il sait qu'il a des qualités pour aller, venir. Et bon, on va plus attaquer côté droit avec lui qui va dédoubler. Et on sait qu'on n'a pas de crainte parce qu'il va pouvoir revenir. Lui, on va le garder plus en défense parce que faire les allers-retours à la 60e, il est cramé. Enfin, c'est tout un écosystème que tu crées et des automatismes qui font que derrière, après en match, tu as juste à t'appliquer et à appliquer ce que tu as vu la semaine avec des mecs qui s'écoutent, qui parlent et avec le gardien qui a le jeu face à lui et sur les petits trucs qui n'ont pas été vus par les défenseurs, infos précises, concises, on passe à autre chose. C'est vrai que c'est hyper intéressant au final, tu prends les qualités de tout le monde
Et Bah, au final, tu essayes de faire ressortir le meilleur. Ouais, après je pense que c'est ce que tous les coachs essayent de faire, hein. Tu prends les qualités des joueurs. Après, je pense que tu dois créer ta tactique en fonction des joueurs que tu as. Oui, ouais. Donc si tu as une idée précise de la tactique que tu veux mettre en place, tu recrutes les joueurs dont tu as besoin pour appliquer cette tactique. Si tu fais les choses dans le sens inverse, je pense que tu cours un peu à ta perte. Parce que tu veux mettre en place quelque chose avec des joueurs que tu n'as pas. Faire un 3-5-2 avec deux pistons qui ne sont pas des pistons et qui sont incapables de faire les allers-retours ou qui défendent pas comme il faut ou qui t'apportent rien offensivement, c'est du suicide. Donc c'est un truc à trouver. Ça, c'est pas notre rôle, c'est le rôle des coachs, hein. Ouais. Mais dans l'idée, c'est ça. Essayer de faire performer, voire peut-être un peu surperformer dans ce système un peu favorable, dans ces automatismes, de faire limite presque surperformer les joueurs, où tu vas te dire, ah ouais, en fait, c'est pas lui qui est très fort, c'est pas lui qui est très fort, c'est tous ensemble, ils se complètent et ils se connaissent par cœur, et ils sont géniaux. Le gardien, la ligne de 4, ils sont géniaux tous les 5 ensemble. Du coup, toi qui as évolué dans le monde comment dire, un peu pro, semi-pro Ouais. et amateur, c'est Ouais. quoi ta vision de l'amateur? Est-ce que par exemple elle a changé au cours du temps? Ouais. Beaucoup moins sérieux, beaucoup moins exigeant, beaucoup plus faible, beaucoup plus faible tactiquement. Techniquement, il y a pas mal de choses, il y a du vivier, il y a des bons joueurs, hein. Mais la culture tactique est quasi inexistante, pour beaucoup de clubs en tout cas, voire juste faible pour les meilleurs clubs. Et puis après, ouais, niveau d'exigence, nombre d'entraînements par semaine, qualité des séances. Je ne parle pas des coachs, mais qualité des séances, parce que techniquement c'est moins bon, tactiquement c'est moins bon, et donc forcément ça va moins vite. C'est la principale différence. Ouais. Puis après, quand tu vois qu'il y en a certains qui ne se pointent pas aux entraînements, Oui, ça c'est sûr. qui ne sont pas là pendant 3 mois parce qu'ils partent en vacances, et ils reviennent pointer leur bout de leur nez, alors que la saison elle a avancé de 7 matchs par exemple. Ça, moi, c'est des trucs avec lesquels j'ai du mal un peu. Et il y a des outils que tu aimerais bien voir dans le football amateur? On a la vidéo déjà, encore faut-il qu'elle soit utilisée. Bien utilisée. Alors, déjà utilisée, et puis ensuite bien utilisée. Mais on a les moyens, clairement, on a la vidéo. Après, tout ce qui est statistique, je pense que. En vrai, il y a un truc qui pourrait être pas mal, mais c'est pour les clubs qui peuvent investir. Encore une fois, les budgets ils sont beaucoup plus faibles, et donc investir dans pour certains clubs des salles de muscu ou du matériel plus spécifique, que ce soit pour les gardiens, pour les défenseurs, pour le renforcement, etc. Donc tous ces petits trucs là même pour la prépa physique, c'est une étape importante. les ceintures cardio. Ça, faut le budget. Ouais. Faut le budget. Mais c'est des trucs qui pourraient apparaître dans un projet sérieux avec un petit peu de budget, plutôt que d'aller dépenser de l'argent bêtement sur certains joueurs qui apportent rien, parce que ça arrive, même si tu le sais pas. Déjà investir dans des bonnes infrastructures et du bon matos, et ensuite avec ce qui te reste, faire une bonne équipe pour bien travailler. Mais faire une bonne équipe, pas recruter uniquement des bons joueurs. C'est vrai que c'est très important. C'est ça. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite histoire bien amateur, une anecdote Une anecdote bien amateur. Ouais. Tu connais la référence de Thierry Henry qui parle du 2 contre 1 ou du 3 contre 1 ? Ouais. Ça, c'est quasiment ça tous les week-ends. Tu arrives en 3 contre 1, ton équipe arrive en 3 contre 1 face aux attaquants, face aux défenseurs adverses. Allez, je pense que t'es sûr que ça plante 3 fois sur 5, pour être gentil. C'est les joies de l'amateur. Ouais, voilà. Ou les joies, je sais pas. Moi, ça me rend dingue de mes cages. Bon, en tout cas, merci, Merci à toi. de nous avoir consacré du temps et vraiment. Avec plaisir. Merci à toi.